boy. Donc, dans cette présentation-ci, on va s'amuser un peu. Hein? Là, j'ai exposé qu'est-ce qu'étaient les 4 autres modèles, à part le mien, hein, qui ont été proposés par d'autres personnes, hein, parmi les personnes qui ont proposé un modèle substantiel. Ces modèles-là, hein, donc dans un premier cas, aux États-Unis, on suggère de tout simplement laisser l'institution, les institutions comme ils sont en place, la Chambre des représentants puis la Chambre, le Sénat, hein, et tout simplement changer le mécanisme de sélection pour la Chambre des représentants, appeler ça la Chambre représentative, hein, the Representative House, et puis laisser le reste tel qu'il est. Hein. Ce qui est quand même un peu drôle, mais qui est challenging, du moins. Hein. Dans le deuxième modèle en France, là, ce qui n'est pas surprenant, les Français pensent un peu plus. Donc, M. Saint-Omer, hein, nous suggère un agencement institutionnel basé sur la raison, sur une logique, sur une réflexion, en disant qu'on peut se débarrasser du Sénat français qui ne sert absolument à rien, et on peut remplacer cette institution-là par une assemblée, un Sénat citoyen, entre guillemets, hein, et qu'on peut lui donner des pouvoirs par rapport aux médias, par rapport aux élections, par rapport à la révision constitutionnelle, et un pouvoir général de commentaires sur les lois et par rapport aux nominations de certains postes, qui doivent être indépendantes par rapport au gouvernement élu. Hein. Et donc, il va vider essentiellement l'ensemble des questions sur lesquelles le gouvernement a place, hein, où les élus sont en conflit d'intérêts. Ensuite, hein, on a vu que Sutherland, en Angleterre, hein, au Royaume-Uni, nous propose là quelque chose de complètement différent. Hein, c'est-à-dire une chambre unique, mais avec 2 mécanismes de sélection, une masse de citoyens de quelques centaines, peut-être 500 environ, hein, citoyens qui sont tirés au sort, et une vingtaine, encore une fois environ, personnes qui sont élues, et ces 20 personnes-là débattent, hein, mais n'ont pas le droit de vote, et c'est les 500 citoyens et citoyennes tirés au sort qui déterminent le vainqueur ou les vainqueurs, finalement, dans la joute législative qui se passe à ce moment-là. Hein. Finalement, hein, on a expliqué que Davies, au Pays de Galles, nous suggère tout simplement d'oublier cette idée archaïque-là d'élection, hein, et de remplacer la Chambre unique élue par une instance tirée au sort, et donner à cette instance-là le pouvoir aussi de sélectionner le gouvernement et de le contrôler, c'est-à-dire de faire ses lois, mais aussi de déterminer si le gouvernement fait l'affaire ou non. Et donc, hein, on a des modèles sensiblement différents. Hein. On pourrait aussi mettre le mien à l'intérieur de tout ça, mais ici, ce que je veux faire, hein, c'est m'amuser un peu de manière illustrative en passant. C'est pas juste pour le fun, là, mais c'est m'amuser un tout petit peu à voir comment est-ce qu'on pourrait prendre ces modèles-là puis les améliorer. Et ça va nous donner des configurations institutionnelles en fait différentes de celles que les auteurs ont suggérées eux-mêmes, mais on va voir dans le processus, et c'est là que ça a un intérêt pédagogique, mais aussi comme un peu d'élargissement de la compréhension de la chose, hein, c'est que ça va nous démontrer un peu, ou nous illustrer plutôt, comment, hein, on peut jouer avec ces paramètres-là, puis comment on peut imaginer d'autres configurations institutionnelles basées sur les paramètres qui nous sont proposés, ou les modèles plutôt qui nous sont proposés par ces 4 personnes-là. Hein. Et donc, hein, puis là, il y a certains liens aussi à travers ça qu'on va pouvoir faire entre ces différentes propositions-là. Donc, commençons aux États-Unis. Hein. Parce que c'était là le premier, et aussi parce qu'ils ont quand même, les 2 auteurs américains ont
ont le droit d'aînesse sur les autres. Ils ont fait leur proposition bien avant les autres auteurs. Et donc, ils méritent peut-être d'être les premiers à être disons, affectés par notre réforme. Et donc, aux États-Unis, comme on l'a mentionné, Kallenbach et Phillips nous suggèrent de remplacer la Chambre des représentants, de simplement changer le mécanisme, de la laisser là, mais de faire en sorte que ce ne soit plus des élus, mais des citoyens et citoyennes tirés au sort provenant de chaque État américain. Et donc proportionnel à la population dans chaque État. Dans ce cas-là, on l'a souligné, il y a un aspect pratique. Ça serait plus facile de faire ça, mais c'est pas un modèle qui est réfléchi sur la base de la logique ou sur d'une logique institutionnelle en tant que telle. En ce sens qu'il serait éminemment plus intéressant de laisser la Chambre des représentants comme ça, puis de se débarrasser du Sénat américain, puis de mettre en place donc une chambre avec des citoyens tirés au sort, et là d'avoir une chambre élue, plutôt avec un mécanisme de suffrage, puis un mode de sélection qui fait en sorte que c'est représentatif de la population pour une élection, et de l'autre côté, une chambre citoyenne, ou un Sénat citoyen qui éliminerait aussi du même coup le Sénat. Il y a bien sûr d'autres questions qui se poseraient si on adopterait cette perspective-là. La principale étant comment est-ce qu'on sélectionne les gens dans le Sénat américain? Dans le Sénat citoyen, est-ce qu'on fait en sorte qu'il y a encore une égalité du nombre de représentants par État? Présentement, c'est 2 personnes par État. On pourrait peut-être avoir 6 personnes par État. Ou est-ce qu'on a une base tout simplement selon la population de chaque État, mais avec un mécanisme, encore une fois, qui est différent. Et donc, il y a ces questions-là. On peut peut-être laisser celles-là aux Américains. Il y a aussi, soit dit en passant, la possibilité d'avoir une base un peu mixte, c'est-à-dire de donner un peu plus de poids aux petits États, mais que ça soit quand même distribué selon la population de chaque État. Bon, il y a une question qui se pose à ce moment-là, parce que le Sénat a fait des pouvoirs différents. Là, évidemment, si on changeait quelque chose comme ça, on pourrait redistribuer les pouvoirs, mais je vais explorer une question ici, une possibilité qui se poserait dans un système institutionnel comme ça, c'est que on a aussi un autre problème, entre guillemets, aux États-Unis. Si on vise juste à changer une institution, on a aussi le problème de la Cour suprême. Et là, on pourrait imaginer transférer le pouvoir de nomination des juges de la Cour suprême au Sénat citoyen, ou à la Chambre des citoyens de manière plus appropriée, et faire en sorte que cette institution-là, qui est la Cour suprême américaine, dépende d'un mécanisme de sélection beaucoup plus démocratique que du tiraillage politique qui existe présentement avec la coïncidence ou non qu'un juge part à la retraite pendant le mandat d'un président ou non. Autrement dit, là, c'est un système qui est encore une fois bâtard. Il y a d'autres choses qui sont bâtard aux États-Unis, mais ce système-là l'est aussi. Et là, si on avait une chambre citoyenne, on pourrait aussi se permettre de régler ce problème-là aux États-Unis. Et donc, ça, c'est une première possibilité dans ce modèle-là. Ce qui est finalement, c'est un peu reprendre l'idée de Saint-Omer, puis créer une deuxième chambre, mais éliminer la moins utile des deux, au lieu de modifier la plus utile des deux. Et il y a en revanche une autre possibilité qui s'ouvrira à nous. Et là, il y a des liens à faire en cette possibilité-là, et puis la proposition de Davies, et puis peut-être même plus celle de Davies, je vais dire peut-être celle de Saint-Omer, mais plus celle de Davies en fait. Et cette autre possibilité-là, c'est que on pourrait s'imaginer, là, faut pas oublier une chose, c'est que aux États-Unis, et en France dans une certaine mesure, mais aux États-Unis notamment, on est dans un régime présidentiel. Et c'est pourquoi c'est intéressant d'explorer qu'est-ce qui peut être fait dans un régime présidentiel, parce que ça pourrait éventuellement nous intéresser au Québec aussi.
Puis donc, c'est pas seulement, évidemment, là, je m'amuse un peu. Hein? Je suis pas en train de proposer des modèles, je suis en train d'explorer qu'est-ce qui se passerait si. Hein? Mais dans ce cas-ci, il y a comme il y a un intérêt, il y a un lien qu'on pourra faire avec le Québec après, un lien potentiel. Hein? Et donc, imaginons la chose suivante, qu'au lieu de choisir entre la Chambre des représentants et le Sénat, hein, on choisisse les deux. Ou que les Américains changent une des chambres et s'aperçoivent après 5 ans, rapidement, évidemment, hein, que des élections, ça ne vaut absolument rien. Mettons ça aux poubelles et puis suivons cette voie-là. C'est évidemment plus efficace qu'avoir cette nuée, hein, de lobbyistes qui gravitent autour des élus présentement, comme c'est le cas présentement au Congrès. Hein. Puis donc, les Américains décident de changer rapidement et puis se disent, finalement, nous, on va se doter de 2 chambres tirées au sort. Ça a l'air un peu bizarre, mais pourquoi pas? Dans le fond, on a 2 chambres élues. On pourrait théoriquement avoir 2 chambres tirées au sort. Là, encore une fois, la question se pose, est-ce qu'il y a une différence entre entre les 2 chambres? Hein? Logiquement, ce serait peut-être logique qu'il y en ait une. En revanche, on peut même se poser la question si il ne serait pas à propos d'avoir 2 chambres élues, 2 chambres tirées au sort, pardon, juste pour s'assurer d'avoir enrichir un peu le débat législatif, si on peut dire. Hein? Puis donc, ce qui pourrait émaner d'une chambre ou d'une autre serait un peu créé là, puis relancé à l'autre qui l'explorait, puis cet aller-retour-là aurait quand même enrichirait quand même le débat. En revanche, hein, on pourrait avoir une chambre citoyenne là, où on pourrait donner peut-être une certaine surreprésentation, hein, aux États et donc avoir un mécanisme différent de sélection. Ceci pour dire que c'est pas tellement important dans le détail comme ça. Là. Ça, c'est de la poutine, entre guillemets. Cette poutine est quand même importante, mais je veux dire, là, mon but, c'est de faire un point qui est un petit peu au-dessus de ça. Mais l'idée étant, hein, qu'on pourrait s'imaginer avoir un législatif qui soit complètement avec des représentants tirés au sort. Et pourquoi on peut s'imaginer ça aux États-Unis et que c'est difficile de l'imaginer ici? C'est qu'aux États-Unis, ils ont une élection de toute manière à la présidence. Et donc, si on rentre dans ce monde-là un peu, hein, là, il faudrait changer les pouvoirs de certaines personnes, de certaines institutions aux États-Unis. Il faudrait notamment donner le pouvoir à la présidence américaine de formellement, hein, faire des projets de loi et de les soumettre au Congrès, donc aux 2 chambres, et il faudrait obliger les 2 chambres au moins à débattre de ces projets de loi-là. Hein. Il pourrait aussi avoir des projets de loi qui émanent directement des 2 chambres, hein, mais l'idée étant, hein, que l'exécutif là, devrait avoir un rôle législatif plus clair. Présentement, ce qui se passe, c'est que le président le fait, puis il pitch à un de ses alliés dans la chambre, puis il fait comme si ça venait de lui quand ça vient d'ailleurs. Ou du moins ils s'entendent un peu avant, ils travaillent ensemble. Là. Mais présentement, ils font ça par la bande. Là, il s'agirait de faire un mécanisme qui est clair. Mais là où c'est pas complètement inintéressant, hein, je peux me permettre peut-être, avant de faire ce commentaire-là, retourner chez Davies. Si vous me permettez, là, comme je vous le disais, M. Davies suggérait une assemblée tirée au sort, hein, qui choisirait un gouvernement, mais si on introduirait une autre variante dans son modèle, qui serait que cette assemblée-là ne choisirait pas le gouvernement, mais il y aurait une présidence élue. Hein? Donc, une personne qui serait élue et que cette personne-là serait la tête de l'exécutif et qu'elle aurait en revanche un législatif qui serait complètement tiré au sort. On est exactement dans la même situation, sauf que aux États-Unis, il y aurait 2 chambres, puis dans l'autre, il y aurait une chambre, ce qui ne change pas grand-chose essentiellement, là, du moins pour au fin de l'exercice qu'on est en train de faire ici. Mais l'idée étant la suivante. Hein, que dans un système présidentiel, on pourrait s'imaginer éventuellement que des États faisant usage du tirage au sort en viennent à la conclusion qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un ensemble d'élus, hein, dans le législatif, puis que les citoyens peuvent très bien faire la tâche. Dans la mesure où, de toute manière, hein, le gouvernement
propose des lois. Hein. Il le fait dans des régimes parlementaires, il le fait dans des régimes par la bande, dans des régimes présidentiels, il le ferait encore. Et là, les citoyens auraient comme tâche d'être un contrepoids à l'exécutif, de contrôler l'exécutif, d'enrichir le débat législatif et occasionnellement d'apporter leur grain de sel aussi, puis de proposer des lois qui n'émanent pas de l'exécutif, mais qui émanent simplement d'eux, et donc du peuple qu'ils auraient demandé de faire, qui aurait suggéré à ces législateurs citoyens-là hein, de suggérer des lois. Mais dans la mesure où hein, il y a une entité dans le gouvernement, hein, dans l'État, pardon, qui est habilitée hein, à faire des projets de loi comme ça, en l'occurrence la présidence américaine ou une présidence dans un modèle modifié à la Davies, hein, il n'y aurait pas nécessairement de grands problèmes. Hein. Je veux dire, les citoyens auraient des conseillers aussi qui pourraient analyser les lois puis leur dire ce qu'ils en pensent. Hein. Puis c'est exactement ce qui se passe dans un parlement normal. Allez pas penser que vos députés ils savent c'est quoi une loi puis comment en faire une. Hein. Vos députés ils savent pas comment faire ça. C'est eux qui votent, c'est ça qui est ironique, mais c'est leurs conseillers, puis des juristes conseillers, entre autres, qui vont la faire, cette loi-là. Puis ensuite, s'ils veulent changer un élément dans la logique de la loi, là, nos députés pas trop brillants vont devoir faire affaire. Je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas des compétences qui appartiennent à tout le monde. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas trop brillants, mais quand même. Mais nos députés vont dire, on voudrait changer cet aspect-là. Mais rares sont les députés, à ma connaissance, qui auraient l'habilité de le faire eux-mêmes. Hein, ce qui est un peu ironique. Parce que c'est eux qui adoptent des lois, mais ils n'ont pas nécessairement la compétence de le faire. Sauf que, bon, tout ça pour dire que... puis là j'ai été excessivement désagréable envers des élus, en fait. Parce que c'est pas un prérequis pour être un législateur, d'être capable d'écrire une loi. Hein. Le prérequis, c'est au moins de la comprendre, puis d'être capable de saisir l'idée. Hein. Mais le fait même de l'écrire, c'était à l'époque, au début, oui, un prérequis. À la Fondation des États-Unis, là, c'était un prérequis d'avoir des personnes qui puissent participer à ce travail-là. Maintenant, ça l'est moins. Hein. Et donc, je retirais mes commentaires que j'ai faits par rapport à ça. Là, ils sont un peu hors propos. Mais c'est pas étant dire que j'ai une grande opinion des élus présentement, hein, mais c'est dire que cette partie-là du travail, en fait, ne nécessite pas autre chose que d'avoir du bon sens puis de comprendre, disons, d'être au moins capable de lire une loi. Et donc, l'idée ici étant essentiellement, hein, vous m'excuserez la grande parenthèse, là, mais que on pourrait imaginer éventuellement un système qui fonctionne comme celui-là, où il y aurait toujours une composante électorale pour ce qui est essentiel dans ces régimes-là, sélectionner l'exécutif. Hein? Et c'est vraiment l'élection la plus importante, on ne se le cache pas. Et puis l'élection des congressistes ou des représentants puis des sénateurs aux États-Unis, c'est un tas de problèmes. C'est essentiellement ça, c'est un tas de problèmes qui seraient potentiellement évacuable de cette manière-là. Je ne suis pas en fait en train de suggérer ce système-là. C'est ça qui est un peu drôle, je suis en train de l'explorer, puis de vous dire que ça serait quand même pas si mauvais que ça, puis que ça mériterait même d'être étudié. Hein. Mais pour l'instant, du moins, je pense que ça serait peut-être aller un peu loin, que ce serait mieux de conserver... mais enfin, on peut se poser la question. C'est ça qui est pas inintéressant. Là. Du moins, au Québec, hein, j'aurais tendance à dire que c'est mieux de garder un champ législatif élu. Hein, et que si on va dans le cadre d'une présidentielle, on pourrait à ce moment-là étudier la possibilité. Mais l'ironie de la chose, hein, c'est que là, j'ai un peu à la fois amélioré ou changé le modèle américain, puis amélioré, dans ma perspective du moins, le modèle de Davies, hein, mais celui donc du Pays de Galles. Mais dans ces deux cas-là, hein, il est absolument clair, dans ma compréhension des choses, tu sais, qu'on aurait un système politique éminemment plus représentatif des intérêts du peuple que ce qu'on a présentement.
T'sais. Il y aurait peut-être certains problèmes, je ne le cache pas, il y aurait certaines choses qui devraient être... il faudrait peut-être que cette institution-là se dote d'une... je sais pas, d'un genre de conseil législatif où là, il y aurait des experts qui, disons, auxquels ces institutions-là leur donneraient des mandats, par exemple. Hein. Mais ce qui est pas très compliqué de manière de créer. Là. Mais ce que je suis en train de dire, hein, c'est que ce système-là, dans ma compréhension des choses, serait quand même plutôt près des préoccupations des gens hein, et fonctionnel comparativement au système qu'on a présentement. Un autre avantage du système, hein, c'est que ces citoyens-là seraient un contrepoids à l'exécutif, et si l'exécutif dérive, hein, puis s'en va faire des projets de loi, puis des patentes qui sont contre l'intérêt du peuple, il y aurait immédiatement un blocus, puis ce serait immédiatement non. Ce serait simple de même, c'est genre, on n'est pas d'accord, tu ne nous as pas convaincus que c'est dans l'intérêt du peuple, le peuple c'est nous autres, c'est pas toi. Oui, tu es élu par le peuple, mais nous autres on est 500, puis toi tu es une personne, puis on n'est pas d'accord. Fait que là, ça ne veut pas dire que le président peut pas ou la présidente ne peut pas revenir devant son congrès ou son assemblée citoyenne unique ou peu importe, puis discuter, mais ça veut dire qu'il y a un contrepoids plutôt clair, que la présidence, essentiellement, aurait besoin de l'appui de cette assemblée-là pour pouvoir agir au point de vue législatif, et aurait probablement cet appui-là dans la mesure où elle va dans l'intérêt du peuple, mais dès qu'elle sortirait de ces gonds-là, hein, il y aurait de forts débats dans ces assemblées-là et la possibilité tout simplement écarter hein, cette dérive exécutive-là. Puis ça, c'est pas inintéressant, hein, parce que on regarde nos États, hein, puis on a comparé nos premiers ministres, surtout, mais le président américain aussi, un dictateur élu, et puis là, tu aurais un mécanisme plutôt clair pour contrôler les choses. Pensez, par exemple, à les Américains qui font une autre gaffe, qui élisent un autre Trump. Mais là, oui, Trump sera encore au pouvoir, sauf que tu aurais un tas de citoyens qui diraient, ben écoute, là, ça n'a pas de bon sens, là, puis il laisserait comprendre qu'il est temps de partir. Puis là, Trump pourrait dire, bon, ben, étant donné que je ne peux plus avancer, parce que je suis trop con, je vais partir. Mais présentement, c'est pas ce qui se passe, parce que les élus sont là, veulent garder leur pouvoir, puis négocier avec Trump, puis font des ententes avec lui, là, des passeports en dessous de la table. Mais dans un système politique comme ça, ce qui est implicite, hein, c'est que si jamais il y a un conflit entre les deux, les citoyens vont le savoir, puis ils vont bien savoir, avoir le bon sens de comprendre hein, que c'est les citoyens tirés au sort qui sont plus de leur bord que la personne élue. Et donc, il y aurait une possibilité là, très très facile, en fait, de résister à un exécutif qui va hors de ses gonds. Bon, tout ça pour dire, ça c'est de la pure exploration. Hein. Il y a une autre question intéressante qui se pose là, puis qui se répercute en fait en monde où on a un législatif mixte avec élection et avec une chambre élue puis une chambre tirée au sort. Hein. En passant, là, je suis vraiment pas pour les systèmes mixtes là, où on mettrait le tirage au sort et l'élection dans une institution. Là. Il y a des gens qui proposent ça, mais c'est très loin de ma pensée à moi. Ceci pour dire que hein, un autre avantage qu'on aurait là, hein, pour reprendre la menterie ou la rhétorique utile de M. Trump, hein, qui voulait drain the swamp, hein, qui voulait vider le marais, hein, essentiellement. Hein. On pourrait dire au Québec vider des marais, mais on ne fera pas la mauvaise blague, mais qui voulait faire le ménage, hein, puis assainir la place, essentiellement. Il ne le fera pas, mais dans la mesure où cette idée-là lui a quand même permis des votes, puis c'est un peu ce que les Américains voulaient, ils voulaient quelqu'un qui va faire le ménage. Là, il y aurait quand même une question intéressante à se poser. Hein? C'est que on pourrait, hein, dans un système comme ça, on devrait pratiquement, hein, tout simplement, mettre tous les lobbyistes à la porte. Parce que on ne peut pas permettre à des lobbyistes d'approcher des citoyens comme ça.
Hein. Aussi, il y a des propositions qui sont faites par certaines organisations. Ça doit être dans un cadre institutionnel, devant une commission ou devant l'Assemblée entière, en plénière. Et donc, il y a une question qui se pose là de manière plus aiguë, hein, qui est qu'est-ce qu'on fait du lobbyisme? Et la solution la plus simple, c'est de la mettre à la porte. Et là, c'est évidemment, ça semble enchanteur pour plusieurs personnes d'entendre ça, mais il y a un problème qui se pose. Hein. C'est qu'en fait, le lobbyisme est une forme de corruption institutionnalisée, pour reprendre les termes de Phillips et de Kallenbach, qui appliquaient ça au financement électoral. Hein. Mais le lobbyisme est clairement le même type de mécanisme à l'intérieur de nos systèmes politiques, où on permet, sous certaines règles, hein, à des gens qui ont plus d'argent ou qui représentent des corporations ou des groupes ou des associations ou des trucs qui sont plus friqués, hein, d'être là puis de pouvoir faire part de leurs idées face aux élus. Hein. Et ce que ça fait, c'est que ces personnes-là ont un accès privilégié aux élus, mais il y a un ensemble d'autres personnes dans la société qui n'ont pas cet accès-là. Hein. Et donc, la question qui se poserait ici, et ça, c'est une question que je trouve fort stimulante. Hein? Entre autres, parce que je n'ai pas la réponse. Mais c'est un peu comme quand on court après une fille. Tu sais. Mais elle est stimulante, cette question-là, parce que on aurait le défi, là, à l'intérieur d'un système comme ça, de recréer un mécanisme pour connecter les intérêts ou vous allez dire législatifs ou les perspectives ou les requêtes législatives du peuple et donc aussi des différentes organisations de la société civile avec les élus. Hein. Et là, on s'est contenté dans nos régimes du lobbyisme, qui est un régime de corruption institutionnalisée. Il faut le dire clairement, c'est ça. Hein. Puis il fonctionne dans la mesure où on accepte ses conséquences, qu'il y a des gens qui ont accès au pouvoir, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Hein. Mais là, sous un régime de tirage au sort, hein, un régime de sélection aléatoire, on serait en fait dans l'obligation d'imaginer un autre mécanisme par lequel ces informations-là puissent circuler entre le peuple puis les élus, et puis que les élus puissent étudier les différentes requêtes qui émanent du peuple et appliquer certaines de ces requêtes-là dans la loi pour des nécessités d'avoir, dans la perspective d'avoir une société qui fonctionne bien. T'sais. Il y a un ensemble de problèmes qui se posent dans différentes organisations, entre autres dans les organisations commerciales ou dans les affaires, hein, qui font en sorte que ces gens-là, mais bien d'autres personnes aussi, hein, ont des problèmes avec une loi qui existe qui ne fait pas sens, par exemple. Hein. Et s'ils sont dans le camp des grandes entreprises puis des associations qui ont des lobbyistes, ils font affaire à eux, puis éventuellement, ça peut se rendre auprès du législateur qui peut faire un aménagement de bon sens pour changer la loi. Hein? Et puis, s'ils n'ont pas accès à ces ressources-là, donc le citoyen moyen, les petites entreprises, etc., hein, les organisations qui ont moins de sous, mais qui défendent des intérêts importants, ces personnes-là ont un accès nul ou inexistant ou mitigé ou pas terrible au législateur. Et donc, on devrait se réimaginer, hein, un système où cet ensemble de requêtes-là circulent, hein, et puissent, de manière plus démocratique, hein, atteindre les législateurs sans tomber dans le piège du système existant, qui est que certaines personnes ont cet accès-là, mais par cet accès-là, ils ont aussi une autre opportunité, qui est de pousser pour des changements législatifs qui sont dans leur intérêt, pas juste dans l'intérêt de la société parce que ça fait marcher mieux leurs choses, puis donc ça rend un service aussi à la population, mais qui sont dans leur intérêt en tant qu'organisation. Donc, tu sais, penser coupure d'impôts, puis comment on appelle ça en français, des privilèges fiscaux, hein, ce genre de choses-là, des subventions, etc. Tu sais, un système de subventions qui les avantage. Hein. Et donc, hein, ce système-là nous pose le défi d'imaginer ça. Imaginez, par exemple, hein, qu'on ait des assemblées, hein, dans chaque circonscription, au mois, par exemple, où là, tu as 5 fonctionnaires, une dizaine de fonctionnaires qui sont payés pour être là, puis pour prendre les requêtes des gens par rapport à ça, hein,
et de les rapporter aux élus, essentiellement. Hein, les élus pourraient dire, ben moi, tu sais, je m'intéresse aux affaires. Ce qui demande de la société civile, je m'en fous. L'autre pourrait dire, moi, donnez-moi ce qui émane les deux, ou donner spécifiquement dans tel domaine, je veux ces éléments-là, ou donnez-moi un overview de ce que vous pensez qui est le plus important, etc. Mais essentiellement, où les gens pourraient porter des propositions de changement législatif, hein, certaines organisations aussi, mais où ça pourrait être plus large là, que juste certaines personnes. Ce qui est absolument clair, c'est que dans un système avec du tirage au sort, on ne peut pas avoir la présence directe, on ne peut pas avoir de contact direct entre ces gens-là et des gens tirés au sort. Donc, il faut avoir un système entre les deux. L'idée d'une assemblée comme ça, c'est peut-être un élément de système, puis c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. C'est juste une illustration. On pourrait avoir peut-être des gens qui sont payés, encore une fois, mais qui là vont vraiment consulter face à face. Hein? Et puis que les parlementaires devraient décider finalement qui vont les voir. Ça semble un peu drôle, mais qui déciderait, ben là, vous allez voir dans le monde des affaires puis nous dire qu'est-ce qui sort là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour servir ces gens-là. Et donc, il faudra un mécanisme différent. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça nous... l'idée, hein, c'est que ça ouvre à la fois, ça ferme une certaine porte, hein, mais une porte qui est plutôt sale, c'est du lobbyisme, et ça oblige de créer un système qui est fonctionnel. Et là, dans ce système-ci, ça l'oblige parce qu'il y a juste un législatif avec des citoyens tirés au sort. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas, dans un système mixte, comme je le propose pour le Québec, mettre ça en place aussi. Hein? Et là, ça serait intéressant. C'est-à-dire que là, on pourrait améliorer notre système puis corriger ces excès-là, ce qui est nécessairement des questions sur lesquelles une assemblée constitutionnelle ou une assemblée citoyenne là, au niveau législatif va devoir se pencher. Hein. Mais on pourrait donc créer un système là, qui soit beaucoup plus ancré dans la réalité de la population puis qui ne soit pas un facteur de déséquilibre qui fasse pencher la chose vers un certain type d'organisation de personnes, puis pas un type de personnes, mais vers une classe sociale essentiellement, qui sont les personnes qui ont les moyens de se payer des représentants auprès de la classe politique en permanence. Bon, là, tout ça pour dire que, je sais que je me fais long, mais je vous avertis que là, je me permettais un peu d'explorer, que dans un système présidentiel, on a une logique pas mal différente qui se met en place. On a finalement une possibilité qui s'ouvre là, qui ne s'ouvre pas très bien dans un système parlementaire, qui est celle d'avoir un législatif avec seulement des personnes tirées au sort. Encore une fois, je ne suis pas en train de défendre ce modèle-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un modèle qui va probablement, sous le régime que je suis en train de proposer, donc, où on aura un débat constitutionnel sur ces questions-là, à un moment donné, cette question-là va se poser, probablement dans les générations futures, après avoir exploré un modèle mixte. Et peut-être qu'on va en venir à la conclusion que, dans le fond, c'est pas nécessaire d'avoir des élus pour le législatif. Puis que ça suffit d'avoir des élus c'est pas nécessaire qu'on va arriver à cette conclusion-là, mais que ça suffit d'avoir un exécutif élu. Puis que ça va rendre la chose pas mal plus simple si c'est le cas. On n'aura pas 125 députés, on aura un président ou une présidente du Québec et on va choisir cette personne-là et ça reste quand même le chef de l'exécutif, puis donc la personne la plus importante dans le gouvernement. Puis d'une certaine manière, l'élection, c'est ça aussi qui est peut-être important de dire, c'est que l'élection n'est pas inappropriée pour choisir une personne. Mais quand il s'agit d'en choisir 125, là, on peut se poser la question rationnelle, là, c'est quoi la connaissance réelle du citoyen là, votant sur son député local?
Puis si c'est pas très élevé, tu sais, où est la décision éclairée dans cette décision-là? Finalement, s'il fait juste voter pour le PM, le premier ministre, hein, de toute manière, pourquoi là, s'embarrasser de cette gang-là, hein, qui est juste à la traîne du PM? T'sais. Bon, il n'y a pas juste, évidemment, il y a d'autres questions à se poser, là, j'exagère un peu dans mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est du moins élégant dans ce système-là, hein, c'est que l'élection est utilisée là où elle est la plus pertinente pour sélectionner une personne qui dirige l'exécutif. Et si on l'utilisait dans nos systèmes, dans le législatif, c'est parce qu'on devait, d'une certaine manière, si on veut avoir un législatif qui est séparé de l'exécutif, peu importe comment on le sépare, là, ou qui est un peu distinct, et puis dans un régime, encore une fois, avec le tirage au sort, cette question-là peut se poser différemment. Hein. Mais comme on a pu le voir, il y a d'autres, Sutherland nous donne un autre type de modèle complètement, qui n'est pas du tout inintéressant. Et c'est justement ce modèle-là sur lequel j'aimerais faire un commentaire ou un propos. Peut-être un petit commentaire sur le modèle français. C'est pas inintéressant de faire ce jeu-là parce que ces auteurs-là, en fait, proviennent tous de systèmes politiques non seulement différents, mais qui se représentent essentiellement comme les grandes tendances. Hein. Tel modèle présidentiel, tel modèle parlementaire britannique, présidentiel américain, parlementaire britannique, tel la semi-présidentielle française, et puis voilà, essentiellement. Hein. Et donc, du fait qu'ils proviennent de systèmes différents, ça permet comme d'explorer comment le tirage au sort serait à différentes sauces selon le système politique dans lequel on se trouve. Dans ce que nous propose Davies sort un peu de ce contexte-là. Hein. On serait dans l'équivalent d'une... ce modèle-là, probablement sans que ça soit conscient de la part du proposeur, là, mais est peut-être plus apparenté au parlementaire, mais c'est pas exactement un régime parlementaire non plus. Bon, là, je ne veux pas perdre mes auditeurs, peut-être moins habiles avec ces questions-là, mais essentiellement, ce qu'il nous suggère, lui, a comme une base dans un pied dans un modèle, un pied dans l'autre. Parce que, dans un régime parlementaire typique, le premier ministre émane du Parlement. Donc, émane de la Chambre élue. Dans le cas là-bas, c'est le Parlement qui le choisit, mais il ne vient pas de ses propres rangs, dans le cas du modèle de Davies. Mais outre ce commentaire-là, le petit commentaire que je voulais faire par rapport au système français est le suivant, c'est que dans le système français, on ne peut pas, à moins de changer la forme du gouvernement qui est une semi-présidentielle, imaginer autre chose qu'une chambre élue et une chambre tirée au sort, parce que le gouvernement doit émaner, le premier ministre français puis les ministres émanent de la chambre élue. Et donc, si on avait les deux chambres tirées au sort, il faudrait donner d'autres pouvoirs au président, puis que ce soit le président qui crée un conseil des ministres qui soit complètement sous son contrôle à lui ou à elle. Hein. Et donc, dans ce système-là, il faudrait à ce moment-là choisir pour les Français s'ils veulent aller du côté des Britanniques ou s'ils veulent aller du côté des Américains. Parce que leur système s'inscrit un peu à cheval entre les deux systèmes. Donc, c'est un petit commentaire qui s'adresse plus aux Français, en fait, mais qui explique un peu là, que il y a des choses qu'on ne peut pas faire nécessairement de la même manière avec le tirage au sort. Le dernier grand propos que je voulais tenir porte sur une adaptation possible du modèle de Sutherland. Donc, Sutherland, encore une fois, nous donne un portrait institutionnel fort différent. Hein? Il y a une vingtaine d'élus
qui n'ont pas le droit de vote en chambre, et tu as quelques centaines de personnes, de citoyens et citoyennes tirés au sort qui, elles, votent sur les propositions qui émanent de ces élus-là. Hein, et les citoyens en question n'ont pas, à ce moment-là, le droit même de parole en chambre. Ça, c'est peut-être révisable par ailleurs. Peut-être qu'ils pourraient avoir le droit de débattre entre eux de manière formelle. Et de toute manière, il y aurait l'occasion de débattre de manière informelle en coulisses. On peut jouer... En fait, ce modèle-là, d'une certaine manière, mériterait plus notre attention parce qu'il peut être... on pourrait le réutiliser à différentes sauces, là, d'une certaine manière. Hein. Une possibilité qui irait vers ça, hein, et là je vais sortir un peu des gonds de ce que je voulais faire ici, c'est que j'aime pas discuter des modèles de transition. Hein, j'aime pas discuter des possibles modèles de transition, autrement dit des changements mous à notre système politique, ça m'est extrêmement déplaisant parce que j'aime ça imaginer un système qui fonctionne. Et puis imaginer un système de transition, c'est juste vouloir imaginer un moyen de mettre un pied dans la machine, puis surtout attendre encore 60 ans avant qu'il y ait un véritable changement, puis peut-être plus. T'sais, on n'a pas des siècles entre les mains là, pour changer notre système politique. Fait qu'il vaut mieux utiliser notre caboche que d'y aller avec la prudence. Il faut utiliser notre tête pour que ça soit bien organisé puis qu'on puisse limiter les problèmes potentiels. Hein, mais il vaut mieux y aller rapidement et de manière à penser organisée, un peu comme les Allemands le feraient. Les Allemands, quand ils ont fait leur constitution, là, ils sont allés de l'avant. Les Scandinaves aussi. Il faut avoir un peu ce guts-là, puis au lieu d'être pissoute, puis de vouloir y aller à petits pas parce qu'on ne veut pas froisser personne. Ça ne me semble pas du tout la bonne, perspective. Hein? Surtout pas quand il y a une assemblée constitutionnelle qui nous permet d'avoir un débat puis qui nous donne l'opportunité de réellement avancer. Si on fait juste un petit pas, hein, ça va pas changer grand-chose pour l'instant, puis ça va juste nous obliger à se mettre à courir plus tard. Ceci pour dire que, néanmoins, hein, puis là je fais une exception à tout ce que je viens de dire, il y a je me suis quand même un peu parfois, dans ma vie, hein, confesser mes péchés, je me suis parfois donné à ce jeu-là d'imaginer un système d'entre-deux. Hein. Et dans ces systèmes-là, à un moment donné, j'ai conçu quelque chose qui n'était pas, à mon avis, complètement inintéressant, ou du moins qui aurait été cocasse. Je peux le dire de la manière suivante, à mon avis, ça serait drôle de mettre ça en pratique. Fonctionnel et puis utile d'une certaine manière, mais surtout drôle parce que ça nous permettrait de rire de nos élus et de comprendre rapidement que le système est dysfonctionnel. Et ce système-là, en fait, je l'ai conçu dans une autre province. J'étais au Nouveau-Brunswick, puis j'en ai même jasé un peu avec un chef de parti là-bas qui était une petite formation politique, qui était les Verts. Hein, et le chef de parti n'était pas inintéressé à l'idée, mais il aurait fallu plus de temps pour que je puisse présenter cette idée-là en congrès ou à ses membres et tout ça. Et on n'en est pas arrivé jusqu'à maintenant là. Mais tout ça pour dire que j'avais quand même son ouïe. Et je comprends pourquoi j'avais son ouïe, parce que il pouvait rapidement, je pense, saisir que le système que je lui proposais aurait été à l'avantage d'une formation comme la sienne. Hein. Et ce que je suggérais, hein, c'est que puis là je le fais je croise les doigts que prenez pas ce que je suis en train de vous dire pour une proposition. Hein. C'est une exploration mentale, puis en fait, je suis pas pour des petits pas comme ça. Mais à ce moment-là, hein, je me disais, supposons qu'on avait une chambre citoyenne qu'on créait, c'était au Nouveau-Brunswick, donc il y avait une très petite législature, tu sais, d'ailleurs toute contrôlée par une grande famille au Nouveau-Brunswick qui contrôle tout dans cette province-là. Superbe exemple de non-démocratie, là. Mais cette province-là fait pitié. Hein. Si jamais on fait l'indépendance au Québec, allons les sauver parce que ils font vraiment... c'est un bon peuple, mais qui se retrouve c'est un exemple, en fait, d'un peuple qui se retrouve dans le marais
d'un système institutionnel qui est dysfonctionnel, qui n'a pas la capacité vraiment de le changer, hein, ou l'imagination de le faire, puis qui souffre énormément du fait de se trouver là. C'est pas le seul, tout le monde en souffre, là, on s'entend, hein, d'Égypte à l'Équateur jusqu'au Québec, sauf que là, c'est pas mal plus grave. Tu as une famille qui possède 90% des médias, qui possède je ne sais pas combien de pourcents de l'économie, puis qui des médias écrits, hein, et qui donc contrôle une des grandes villes dans la province et qui a ses pattes partout au Parlement. Donc à ce moment-là, les citoyens n'ont plus rien, essentiellement, hein, puis c'est une manifestation très triste d'un État politique aliéné, carrément. Et donc, hein, dans ce contexte-là, je me disais, le monsieur en question s'appelle David Coon, hein, c'est le chef du Parti vert. Il est encore là d'ailleurs, puis ils viennent d'avoir quelques députés plus. Et je lui disais, si, c'est un exemple de toute manière, hein, mais si on mettait en place une deuxième assemblée au Nouveau-Brunswick, hein, qui serait des citoyens tirés au sort et qui n'aient qu'un seul pouvoir minime. Puis donc là, ce que j'explorais en fait, c'était une assemblée la plus basique possible. Autrement dit, qu'elle ait pratiquement rien comme pouvoir. Pour que ça puisse pas vraiment déranger les élus tant que ça. Ça les dérangerait quand même, mais pour que ça puisse pas, on ne touche pas directement à aucun des pouvoirs des élus. Hein. Et donc, le seul pouvoir, elle n'aurait même pas le pouvoir de proposer des amendements. On pourrait évidemment lui donner ce pouvoir-là aussi, ou suggérer quelque chose qui va plus loin. Mais j'imaginais là, le bare minimum. Imaginez un système institutionnel en bikini. Là, c'est ça, là, il n'y a presque rien. Puis, excusez-moi pour l'exemple, là, peut-être pas de très bon goût. Mais ou imaginez-vous un homme en bikini si vous êtes une femme, ou l'équivalent. Et donc, l'idée étant qu'on pourrait avoir un système institutionnel, hein, ou une assemblée comme ça, lui donner simplement ce pouvoir-ci, hein, qui serait d'écouter les débats en chambre, donc d'écouter les débats dans la législature élue au Nouveau-Brunswick en l'occurrence, hein, et simplement de voter pour le camp qui pense qu'il a raison. T'sais. Donc, de dire, par exemple, hein, ce qui changerait dans ce modèle-ci, c'est que là, le gouvernement pourrait proposer un projet de loi pour, mettons, le sujet X, mettons que je sais pas, c'est l'habitation, hein, puis le Parti vert pourrait en proposer un, puis le parti d'opposition, puis l'autre parti en proposerait un. Donc, il pourrait, on changerait un peu le style de législatif, on pourrait le changer, où chaque formation politique pourrait apporter son projet de loi, puis dire, ça, c'est sur cette question-là, nous, on veut ça. Mais là, au point de vue législatif, que ça soit énoncé là, dans un projet de loi. Donc, il pourrait reprendre celui du gouvernement puis le modifier ou carrément arriver avec d'autres choses. Hein? Et puis que là, la Chambre des citoyens, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle écoute ces débats-là, hein? Elle écoute les différentes idées qui s'entrechoquent, puis elle décide que elle vote ensuite sur chaque citoyen vote sur le parti qui veut, ou la proposition plutôt, qu'elle veut supporter. Hein? Et là, ce qui serait pas inintéressant, c'est que, supposons que, autrement dit, ces citoyens-là auraient le temps de regarder, puis seraient payés pour regarder le processus législatif qui échappe complètement à la conscience de la population, tu sais, inclus moi, là, qui va écouter les débats législatifs en chambre, puis regarder vraiment ce que les partis proposent dans les commissions parlementaires. Il faut être tranche, là, puis il n'y en a pas bien qui le font. Puis même si on est tranche, il faudrait avoir du temps sur les mains en moutasie pour le faire comme du monde. Mais là, on aurait des citoyens qui pourraient le faire, qui seraient là, en fait, pour le faire. Hein? Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait voir un gouvernement, mettons, qui a, je sais pas, 40% des voix qui est allié avec un... Supposons qu'on est dans un régime proportionnel qui est allié avec un autre parti qui a 15% des voix. Hein? Puis on pourrait avoir un parti vert qui a 5% des voix ou 10% des voix. Puis à un moment donné, avoir cette chambre-là qui commence à dire, ben nous autres, à 35%, on pense qu'en fait, c'est les verts qui ont raison. Puis pas vous autres. Autrement dit, pour le peuple, là, ce que ça voudrait dire, c'est que là, regardez votre législature parce que vos compères citoyens qui sont là pour juger
des débats live, d'une certaine manière, qui se passent en chambre pour déterminer qui va plus dans le sens de l'intérêt du peuple, hein, ou de l'intérêt général, ou de l'intérêt de l'environnement qu'on peut ajouter en passant avec celui du peuple. Et donc, cette assemblée-là, hein, donnerait le pouls dirait au reste de la population, nous, on pense qu'il y a quelque chose que là, c'est plus intéressant, puis que ça l'est pas mal moins. Hein? Puis je pense que ceux que ça l'est pas mal moins, ce serait souvent les partis au pouvoir, puis les grands partis, et puis qu'il y a d'autres formations politiques qui auraient une caisse de résonance intéressante chez les citoyens. Mais ce serait aussi un genre de... Ce serait aussi, bien sûr, pour la population, pas du tout inintéressant d'avoir ça. Parce que ça leur donnerait le pouls réel de ce qui se passe dans cette chambre-là. Puis ce serait pas si cher que ça, payer des doublés comme ça. Là, ce serait pas si cher que ça, créer une autre assemblée de même, en termes pour ce que ça vaut. Là, et ça dirait aux citoyens, oui, ils vont dans le sens parfois, hein, ils vont dans le sens de l'intérêt du peuple. On pense vraiment qu'ils ont pris, en étudiant les projets de loi, qu'ils ont pris les bonnes décisions, mais à d'autres moments, ça leur dirait foutrement non. Hein, qu'en fait, on est en train de se faire avoir, puis que là, c'est plutôt dans le camp de l'opposition, ou même des partis minoritaires, que semble être l'intérêt du peuple, et puis que le parti qui est là ne respecte pas sa parole, ou dit quelque chose, mais en fait va dans un autre sens. Et ce projet-là, hein, est un peu une adaptation, d'une certaine manière, du projet de Sutherland, où là, au lieu d'avoir ces 20 députés se ramassent finalement, et on garde la Chambre telle qu'elle est, le législatif, et puis au lieu d'avoir les 500 dans son assemblée à lui, ou les quelques centaines dans son assemblée à lui, on crée une autre Chambre et on lui octroie ce pouvoir-là, non pas de décider en l'occurrence, mais tout simplement d'opiner, hein, de dire sur quel parti tombe leur appréciation pour respect et défense de l'intérêt du plus grand nombre, et aussi, bien sûr, de l'environnement. Et donc, hein, et puis, en toute franchise, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça voir ça au Québec. J'aimerais ça voir ça, une patente comme ça au Québec. Puis, tu sais, c'est une idée que j'avais pour à ce moment-là, mais supposons qu'on avait suffisamment exploré le tirage au sort pour pouvoir même créer une assemblée comme celle-là qui émanerait de la société civile. Autrement dit, que l'INM se dise, on en met une en place pendant 4 ans, on demande aux citoyens de la financer, puis tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle porte son attention sur tous les débats qui sont là, puis elle nous dise, finalement, dans le fond, on pense que c'est ce parti-là qui s'en va dans le bon sens. Ou que ces deux partis-là, ils sont pas pires, puis que l'autre, là, il avait l'air d'être, mais on se réalise que, on a changé d'avis en connaissance de cause. Ça ferait, autrement dit, accélérer, hein, le niveau de débat politique, d'une certaine manière, à l'intérieur de la société, puis ça donnerait au reste des citoyens, une information extrêmement valide, extrêmement utile, valide et utile. Ça leur dirait, qui finalement défend vraiment leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Voilà, hein, donc peut-être retenir cette idée-là si jamais on est capable d'avoir une contribution plutôt, une coquette somme pour mettre en place une assemblée permanente comme celle-là. Mais même avec des moyens modestes, je pense que les citoyens la financeraient. Moi, si on en mettait une en place, on vient d'y penser, là, ça serait drôle. Ça serait drôle de voir qui irait chercher l'appui des citoyens en question, et puis qui perdrait des plumes aussi à ce niveau-là. Puis ce serait un bon moyen d'illustrer un peu la chose pour les autres citoyens aussi, de comment on peut utiliser le tirage au sort et comment ça peut être utile. Évidemment, là, il y a une question de coût si on veut mettre en place une institution comme ça, ou une instance comme ça plus à long terme, mais à la limite aussi, elle pourrait se réunir un peu plus occasionnellement, puis pour avoir un petit bureau à l'INM ou l'équivalent qui leur nourrirait, hein,
qui préparait donc qui recueillerait les propos puis les différentes propositions. Il faudrait demander aux partis à l'Assemblée nationale de faire des projets de loi alternatifs, hein, idéalement, pour que les citoyens puissent se prononcer. Mais je pense que pas mal tout le monde dans l'opposition aurait intérêt à vouloir jouer la game, tu sais. Fait qu'on pourrait peut-être les prendre à leur propre jeu d'une certaine manière. Puis, tu sais, entre vous et moi, si on regarde le système politique avec peut-être plus un meilleur œil que je le fais habituellement, tu sais, ce serait pas inintéressant, ce serait le fun. Tu sais, même, je suis certain qu'il y a bien des législateurs qui seraient pas contents de voir ça, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on peut pas dire grand-chose contre ça, là, dans le sens qu'on ferait juste demander aux citoyens de porter un regard très attentif à la production législative, puis de réellement se prononcer sur la question au lieu de voter pour du monde aux 4 ans. T'sais, pour des têtes puis des personnes, là, ça serait pour qu'est-ce qu'ils font vraiment en chambre. Puis, bon, essentiellement, je ne sais pas ce qu'on peut faire de cette idée-là, mais ça illustre un peu, hein, comment, du moins, là, on peut reprendre cette idée-là de Sutherland puis la récupérer à différentes sources. Bien sûr, hein, quand même pour peut-être le mentionner, si on mettait en place des institutions comme je le suggère au Québec, incidemment, hein, cette assemblée-là ferait ou pourrait avoir un rôle similaire. Bon, dans celle que je propose, ça serait à voir, là, mais disons que ça va du moins dans le même esprit. Hein? Si le gouvernement va contre les intérêts du peuple, elle pourrait se prononcer. Là, c'est pas aussi raffiné que d'aller pour les différents, de demander à chaque parti d'avoir un projet de loi sur un sujet, puis de voter. Mais tu sais, ça va un peu dans le même sens. Évidemment aussi, il est important de mentionner que si jamais on voulait explorer l'idée que je suis en train de lancer maintenant de manière plus sérieuse, hein, pour une assemblée institutionnelle, on pourrait aussi donner plein d'autres pouvoirs à une assemblée citoyenne comme celle-là. On n'a pas besoin d'aller les mettre en bikini puis en bobette. Hein? On leur donner un peu plus on peut les habiller un peu plus puis leur donner un peu plus de pouvoir aux citoyens qui sont là, comme la capacité de proposer des lois, etc., ou de mettre des vétos, comme je le suggère ailleurs. Hein? Mais, encore une fois, tu sais, oui, là, j'énonce des idées, mais dans certains cadres, hein, peut-être ailleurs ou au niveau des États, hein, dans les États fédérés ou dans d'autres pays, ça pourrait ne pas être inintéressant d'expérimenter cette idée-là. Puis, bon, tu sais, imaginons réellement qu'on ait ça en place aussi. Hein? À un moment donné, les partis, il faudrait qu'ils réagissent. Hein? Le parti qui est au pouvoir puis qui est élu, mettons, comme la CAQ, là, par 37% des voix, puis qui a, je ne sais pas combien de pourcents, une majorité de sièges, puis qu'elle voit que les citoyens dans cette assemblée-là, ils la suivent à 25, ben là, elle aurait pas mal un pouls fort pour y dire qu'elle n'est pas dans la bonne traque. Puis ne serait-ce que de cette perspective-là, ça serait aussi utile à l'intérieur même de la pourriture de notre système existant. Hein? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut juste changer une petite patente comme ça, autrement dit. Mais il est clair, hein, que les partis auraient grandement intérêt à tenter d'aller chercher l'appui de ces gens-là en présentant ne serait-ce que l'existence d'un droit de jugement, hein, approfondi, éclairé, réel sur la production législative des partis. Là. Les partis feraient beaucoup plus attention pour vraiment être ancrés dans l'intérêt du peuple. C'est un peu comme le principe dissuasif, là, c'est qu'il y aurait trop peur de se ramasser à dire, ben là, il y a juste 12% de l'Assemblée qui m'appuie, puis qu'il y a 80% du reste qui va dans le sens du parti d'opposition ou d'une autre formation politique ou des autres formations politiques. Il aurait l'air trop innocent. Et puis donc, si ça se produirait, hein, à ce moment-là, il y aurait, par exemple, quand il y a des crises, puis qu'un parti d'opposition réclame une commission d'enquête, puis après proposer un projet de loi pour le faire, en guillemets, ou un texte législatif,
bon, je ne sais pas en fait même si ça se fait, si ça nécessite un texte législatif, j'imagine que oui, mais là, imaginez une situation de crise comme celle-là, où l'Assemblée citoyenne a dit à 90% on veut une commission d'enquête, puis le gouvernement en place patauge entre oui et non, là, il aurait l'air pas mal plus innocent. Hein? Fait que malgré le sport intellectuel de s'imaginer ça, on peut réaliser assez rapidement que dans plusieurs circonstances, ça aurait un grand intérêt. Ça aurait notamment un intérêt capital. C'est un peu drôle, là. Je suis en train de défendre une idée que je vous dis que je suis pas vraiment pour parce que c'est trop bare minimum, tu sais. mais ça aurait notamment un intérêt assez grand au niveau du budget. C'est que là, toutes les formations politiques devraient proposer un budget. Et puis donc, pour les formations qui ne sont pas au gouvernement, ça serait peut-être plus sommaire, un tout petit peu, mais il y aurait quand même les grandes lignes, et ce serait un bon exercice pour eux pour se préparer pour le pouvoir. Donc, ils ne perdraient pas à le faire, puis il n'y a personne qui perdrait à avoir un exercice comme celui-là, au contraire. Et là, les citoyens pourraient clairement dire, question, c'est drôle à dire, là, mais je veux dire, c'est une question pratique. Quand c'est le budget, c'est cash, c'est là. Ils pourraient là avoir une bonne idée de l'orientation des différentes formations politiques, puis d'où sont leurs priorités. Et pour peut-être... c'est un peu drôle, quand je fais ce genre de présentation plus exploratoire, là, il m'arrive d'avoir des idées. C'est un peu drôle à dire, mais il m'arrive d'avoir une illumination, entre guillemets, ou une idée qui ne m'était pas venue auparavant. Là, à ce moment-ci, j'en ai une. Si, par exemple, il y a quelque chose comme l'INM au Québec mettant en place une assemblée citoyenne qui se réunirait une fois ou 2 mois, mais dans le temps du budget qu'elle serait là, puis là, elle voterait, puis on demanderait à toutes les formations politiques au Québec, ce serait le fun, on forcerait un changement institutionnel. Parce que toutes les formations dans l'opposition seraient contentes de faire un budget alternatif. Ils se diraient, évidemment, on va participer. On va vous montrer ce que nous autres, on voudrait mettre dans le budget. T'sais. Puis là, on est en désaccord avec le gouvernement en place. Puis là, autrement dit, on pourrait avoir une assemblée citoyenne qui soit un peu en hibernation, ou qui, peut-être pendant quelques mois, qui existe seulement pendant quelques mois au moment du budget, puis qui se penche là, sur les différents budgets proposés par les partis politiques. Encore une fois, il faut les convaincre de le faire, mais je ne pense pas que ceux dans l'opposition, ce serait tellement difficile. Puis ceux au pouvoir sont obligés de le faire. Et donc, et là, à ce moment-là, cette instance-là, qui pourrait être complètement citoyenne, puis financée par du crowdfunding, puis financée comme l'Assemblée Constitution l'est, pourrait tout simplement voter sur les différents budgets qui sont là. Puis je pense que cette idée-là est plus réalisable un peu que l'autre. L'autre serait le fun, mais ça demanderait quand même un budget plus significatif. Mais ne serait-ce que pour commencer, ça c'est réalisable. Puis tu n'as pas besoin, enfin, d'avoir une assemblée qui dure très longtemps. Tu as besoin de quand même s'assurer là, qu'elle est indépendante. Là, je veux quand même souligner qu'à l'INM, il faudrait faire plus attention qu'on fait attention maintenant. On ne pourrait pas mettre n'importe qui à la coprésidence. Et il faudrait avoir une assemblée qui soit totalement indépendante et s'assurer que les gens de l'INM protègent jalousement son indépendance et fassent un travail très, très, très professionnel. Un peu comme si c'était les fonctionnaires du gouvernement, mais que là, ils sont du bord des citoyens, puis qui s'assurent que cette assemblée-là est béton. Et bon, cette idée-là, je sais pas, mais faites-en quelque chose. Là. Ça me semble intéressant. J'ai l'impression que je touche du bois. Là. J'ai l'impression que ça, tu sais, parce qu'on voit déjà un peu ça dans le mouvement social. On a des think tanks. Qui, dans toutes les provinces, il y en a un, là, au Québec, l'IRIS, je pense, fait ça, qui vont s'asseoir puis dire, ben là, tu sais, nous autres, on va faire un budget progressiste
puis on va montrer au gouvernement comment faire. Puis, pas inintéressant, tu sais. On pourrait d'ailleurs, tu sais, je veux dire, inviter d'autres acteurs tant qu'à y être, là. Bon, peut-être pas, mais j'allais dire, on pourrait d'ailleurs inviter d'autres acteurs à présenter leur budget devant cette assemblée-là. Mais tu sais, ça se fait un peu déjà, mais tu sais, entre vous et moi, là, hein, qui va lire la proposition de l'IRIS? Tu sais, puis je pense, quelqu'un qui serait capable de la lire, mais je suis pas en train de lever la main. Hein? Puis c'est pas pour être méchant vers les gens de l'IRIS, tu sais, c'est intéressant ce qu'ils font, évidemment, mais est-ce qu'il serait pas plus, est-ce que ça ferait pas plus d'avoir des citoyens le faire? Pas mal, tu sais. Puis là, ça mettrait de la pression énorme sur le gouvernement parce que c'est clair, comme je le disais, que les formations d'opposition embarquent dans le game. C'est absolument certain. Au pire, tu sais, ils vont nous faire quelque chose de plus court, peut-être, mais ou peut-être juste souligner les différences entre leur projet de loi puis celui du gouvernement. Ils vont nous faire un document, puis ils ont à faire quelque chose dans le cadre du budget de toute manière. Fait qu'il s'agirait de mettre ça sous forme présentable pour les citoyens. Mais je pense qu'on pourrait on pourrait avoir un effet politique là, ici qui serait très intéressant. Hein? J'ai rien contre la proposition de l'IRIS, probablement que j'irais plus loin que ce que l'IRIS fait. Sauf que là, ça donnerait du punch. Puis, ça donnerait un double punch, hein, ça donnerait comme 2 coups de poing en même temps. C'est que, aussi, ça démontrait comment le tirage au sort peut être utile. Puis là, ça ouvrirait la porte de la conscience des citoyens sur comment est-ce qu'on peut faire, on peut vraiment utiliser cet outil-là, puis comment il peut être fort intéressant pour la population. Puis une fois qu'ils l'ont fait, ils vont bien réaliser qu'ils sont capables, eux autres aussi, de critiquer un budget. C'est niaiseux, là, mais tu sais, ça s'est jamais encore, on n'a jamais encore eu l'expérience de faire ça. Mais des citoyens comme ça qui le feraient, vont prendre confiance aussi. Puis en prenant confiance, vont dire aux autres citoyens, « Hey, quand on est arrivé, on ne savait pas comment faire ça, mais là, quand on est 125 autour d'une table, puis qu'on se met en commission, puis que, tu sais, il y a du monde, oui, professionnel, qui organise nos délibérations, qui nous assistent. Il ne faut pas se le cacher. Ces gens-là sont d'une extrême importance et c'est extrêmement important qu'ils soient indépendants, mais qui sont capables de le faire. Puis ça va dire aux autres citoyens, hey, il y a quelque chose d'intéressant là avec cette idée-là de tirage au sort. Bref, méditez ça pendant vos vacances ou vos moments de réflexion, mais cette idée-là, je me permets de dire que en toute franchise, je pense que l'INM puis l'IRIS là, devraient s'asseoir à une table puis faire quelque chose. Hein? Ça serait intéressant de voir ça au Québec. Et je suis certain, absolument certain, encore une fois, que les meilleures idées du monde vont circuler et puis vont faire des petits ailleurs, puis que ça serait encore plus intéressant de voir ça chez certains de nos voisins. Hein? Mais clairement, ici, là, hein, on pourrait un peu commencer à éveiller la conscience des gens et leur démontrer que les citoyens peuvent faire une meilleure job que leurs élus. Ceci pour dire que, avec mes commentaires toujours un peu acerbes envers une certaine classe politique au Québec, je ne vous le cache pas, hein, je les aime pas. Je les aime pas, puis toutes pratiquement, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas des gens qui sont à leur place et qu'on peut faire beaucoup mieux dans nos sociétés et qu'on est dans des situations là où on doit en venir à se poser la question s'il n'est pas éminemment temps qu'on change en perspective et qu'on se mette à explorer le type d'idée qui est mentionné ici. Et j'ai l'intime conviction que le tirage au sort est un peu le messie qu'on attend en matière de politique. Fait que pour les indépendantistes qui attendent encore le messie de l'indépendance, le patientant encore, mais en termes institutionnels, là, moi je l'ai trouvé le mien. Fait que je me permets de vous dire, j'ai l'intime conviction là, que le tirage au sort est la clé manquante pour vraiment avoir un pays, une société, puis un régime, un système politique qui est effectivement démocratique. Puis répondre à cette aspiration-là qu'on a développée dans nos sociétés, qui est une aspiration saine, puis qui est une aspiration aussi d'un peuple qui acquiert en maturité. Il y a 60-80 ans, c'est pas tout le monde qui a été éduqué, mais là, tout le monde a quand même une base d'éducation. Ça ouvre un ensemble de possibles très différents. Hein? Et
Et comme je le dis, je me répète, mais j'ai l'intime conviction que le tirage au sort est sous-évalué, en fait, hein, dans les milieux intellectuels notamment, et qu'on doive rentrer. Puis si je pouvais vous juste avoir cet impact-là, hein, qu'on doive, en l'explorant, rentrer dans un monde de possibles. Puis c'est bien le fun, parce qu'il y a bien des affaires comme ça qui, qu'on se tord puis qu'on se dit, Chris, ça marche pas dans notre société. On le sait que ça marche pas, mais qu'une fois qu'on commence à explorer cet outil-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, hein, il y a vraiment des portes ouvertes extrêmement importantes, qu'il y a vraiment des possibilités que ça nous permet le tirage au sort qu'on n'aurait même pas imaginé. Au point où, j'ai passé 15 ans à réfléchir, à écrire sur ces sujets-là, hein, et puis j'ai pondu des choses non publiées essentiellement, mais peut-être quelques-unes publiées, là, mais je veux dire, le gros de mon travail reste dans mes fichiers à moi. Sauf que, ce que je veux dire, c'est qu'au point où, hein, ne serait-ce qu'en faisant un retour sur ce que j'ai fait essentiellement auparavant, puis un peu une redigestion, puis une présentation comme je suis en train de faire, que, je me dis, cette idée-là, j'y avais même pas pensé. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu comme Alice in Wonderland, là. C'est un peu comme si à chaque coin de réflexion, de pensée ou de méditation, de délibération sur cette question-là, on s'aperçoit, il y a quelque chose qu'on pourrait faire d'autre avec cet outil-là et que, bien sûr, il va falloir maintenant qu'on donne un coup pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, mais c'est un monde qui est très riche en termes de possibles. Hein, c'est un monde qui est extrêmement riche et qui nous ouvre un ensemble de possibilités dans nos sociétés qui est fascinant, en fait. Donc, je vous invite vous-même à l'explorer, hein, et puis à partager ces idées-là, à les consigner, hein, à pas négliger de les consigner non plus, hein, parce que ça peut, c'est en se relançant comme ça qu'on peut avancer en tant que société. Et surtout à ne pas négliger, hein, cet outil-là. Parce que je vois beaucoup de gens dans différents milieux qui sacent, en bon québécois, là, qui en ont marre, puis qui comprennent que ça ne marche pas, puis pour différentes raisons, complètement. Mais, dans les sociétés humaines, il faut comprendre quand même une chose, c'est que on met en place des structures qui acquièrent une vie, hein, qui prennent vie d'une certaine manière, c'est une meilleure manière de le dire, et qui nous amènent à des différentes destinations, dans l'histoire. Quand on a créé le système électoral, c'était ça. Hein? Les Américains ne savaient pas ce qu'ils faisaient exactement. Il ne faut pas se le cacher. Là, hein? Ils allaient dans un sens, mais ils ne savaient pas du tout où ça allait mener. Ils ne savaient pas que le suffrage allait s'élargir, que les Noirs, les femmes, tout le monde allait acquérir le droit de vote. Ils ne savaient même pas à l'époque, quand ils ont fait leur révolution, qu'il allait y avoir des partis politiques. Ils se disaient, s'il y a des partis politiques un jour, ça va être la faillite de notre système. C'était ça la perspective des Américains quand ils ont exploré cet outil-là de l'élection. Hein. Puis on est dans une situation un peu similaire. T'sais. On a face à nous un outil qui va être extrêmement utile, qui va avoir des utilités auxquelles on ne pense même pas, hein, mais qui, certainement, dans ce cas-ci, au confluent de l'histoire où on se trouve, hein, peut-être ramener aussi beaucoup de personnes autour de cette idée-là. Hein, en ce sens que ça a des ramifications dans un ensemble de secteurs où il y a du mécontentement légitime par rapport à l'incompétence, puis pas juste l'incompétence, plutôt voyons, c'est quoi le terme que je cherche? Pas malaise, mais au dysfonctionnement de notre système. Hein? Et oui, c'est une réflexion qui est un peu à un autre niveau parce qu'on parle de système, hein? Mais à un moment donné, là, il faut réaliser que le problème n'est pas juste dans quel parti politique on élit puis qui qu'on choisit. Le problème est dans ce mécanisme-là lui-même, puis le système
dont ils font partie. Puis ces gens-là aussi sont des fois ont des bonnes volontés, mais des fois ils ont des bons cœurs puis des bonnes intentions, mais sont aussi malheureusement prises à l'intérieur de ce système-là. Puis pour ces personnes-là aussi, il faut les inviter à sérieusement étudier quelque chose d'autre, puis réaliser qu'il y a il y a un problème là, dans le système qu'on appelle électoral, et que si vous reteniez au moins que dans la perspective de personnes plus anciennes comme Montesquieu et les Athéniens, et de moi-même qui est plus récente, que c'est pas un mécanisme en fait démocratique, mais que c'est un mécanisme qui peut avoir une petite tangente démocratique, mais qui reste arriéré. Au moins, là, vous auriez compris qu'il y a d'autres choses et puis qu'on doit explorer ces choses-là si on va vouloir que nos sociétés avancent dans l'avenir. Donc, ceci pour dire que je pense que je suis en train de battre mon record pour la durée d'une présentation. Je vais m'en tenir à ça. Et dans la prochaine grande section, qui est la section 8, je vais vouloir explorer en fait certains de ces possibles-là, qui sont là des conceptions, des idées personnelles entre guillemets, des questions sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, mais la raison pour laquelle je veux aborder ces questions-là ici, il y a pour partager ces idées-là, mais c'est surtout pour ouvrir les œillères un petit peu des gens, pour leur faire réaliser que dans un monde où le pouvoir constitutionnel est entre les mains du peuple, il y a une possibilité de réellement changer notre société et d'explorer certaines idées qui sont strictement inconcevables, pratiquement dans notre système existant, ou enfin très, très difficilement concevables, où les obstacles sont grandioses, disons, pour en arriver là, et qu'en ouvrant la vanne comme ça, c'est non seulement changer les institutions puis mettre quelques mots dans la Constitution, mettre des règles dans la Constitution qui sont importantes, il ne faut pas négliger ça, mais c'est aussi ouvrir des pans entiers, en fait, de transformation de nos sociétés qui, j'espère, dans ces présentations-là, vont peut-être pouvoir vous faire rêver un peu d'une société de l'avenir, ou d'un avenir prochain idéalement, mais d'une société à venir. Et donc, je vous laisse là-dessus, et dans la section 8, j'aborde un autre pendant de ces présentations-ci, qui sont d'autres types de changements structurels dans nos sociétés, qui s'interrelient d'ailleurs avec l'Assemblée constitutionnelle, puis tout ça, c'est pas nécessairement là complètement à séparer, mais qui ont comme fonction première d'illustrer comment on pourrait avoir des changements profonds qui sont pratiquement inimaginables pour la majorité des gens dans notre système existant.